Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes exactement le 20 mars 2019. Il est exactement 18h16. Alors, comme d'hab, on va essayer de comprendre l'origine des années de cendre, comme ils disent, les années noires de l'Algérie. Et pourquoi, bien sûr? Pourquoi? Eh bien, ils en sont plutôt, moi je parle de la communauté musulmane qui est ma communauté, pourquoi ils en sont arrivés là? Pourquoi y a-t-il eu ces islamistes qui ont voulu prendre le pouvoir? Alors, où je me questionne, mes amis, c'est comment Monsieur Kadra, comment Monsieur Kadra ne revient pas, et pourquoi ne revient-il pas sur ces années de plomb, ces années noires? Pourquoi il ne revient pas dessus? Et lui, qui en plus était dans l'armée, était un militaire, donc il est bien au courant de qu'est-ce qu'il s'est passé. Pourquoi l'Algérie a basculé dans, si vous voulez, l'horreur. Alors, je ne suis pas algérien, bien sûr, je le répète à chaque fois pour que les choses soient claires, mais mes enfants sont algériens et moi-même, je suis musulman. Alors, les gens n'expliquent pas j'allais dire la vraie vérité. Une vérité est forcément vraie, mais n'expliquent pas les raisons du pourquoi, si vous voulez. Et malgré l'heure d'Internet, malgré l'heure où on peut se renseigner sur beaucoup de choses, je ne comprends pas comment cela se fait-il que les gens ne veulent pas réfléchir plus que ça. Alors, il faut pas oublier que les islamistes, comme ils disent, ont combattu le pouvoir. Et pourquoi ils ont combattu le pouvoir? Pourquoi? Parce que l'armée a tué des manifestants. L'armée a tué des Algériens. L'armée a tué des gens qui manifestaient. L'armée algérienne a tué des manifestants. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que, bien sûr, si demain la police française tue des gens, eh bien oui, forcément, nous serons nous-mêmes obligés de se battre contre la police. Vous comprenez? Certes, ça sera une guerre civile. Certes, malgré les bavures policières, ils ont bien de la chance que nous restons pour le moment calmes. Mais je tiens à le répéter et à le préciser pour ceux qui verront cette vidéo. Pour ceux qui verront cette vidéo, et bien sûr, je m'adresse en premier, elle est pour vous, cette vidéo. Vous, le FBI à la française, nouvelle DCRI, DGSE, toutes vos conneries. Vous avez tué nos petits, Mohamed Merah qui repose en paix. Vous avez tué nos petits, vous avez tué Hamedi Koulibaly, vous avez tué les petits Kouachi, mais croyez-moi que tout ça, c'est fini. Et que si maintenant, un de nos jeunes se fait tuer par vos services, ça ne passera pas. Et je vous préviens, au moins,
vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Et moi, je vous préviens en vous regardant droit dans les yeux. Si vous utilisez encore nos petits pour les tuer, eh bien, ça ne se passera plus comme ça. Ça ne se passera plus comme ça, c'est fini. N'utilisez plus les petits jeunes paumés, les petits jeunes de quartier qui se cherchent, qui sont aigris à vivre dans une misère certaine. Et, bien sûr, vous, bande de crevards, les services secrets, les policiers, vous profitez bien de cette misère, car vous savez très bien que ces jeunes sont aigris et qu'ils ont un mal de vivre. Et ça, pour vous, c'est du pain béni. Sauf que maintenant, il y a des gens comme moi, je ne suis pas tout jeune, je ne suis pas tout vieux non plus. Et je vous promets que tout ça, c'est fini. Un mort, une vengeance. C'est clair. Un mort, une vengeance. Donc, je vais vous mettre une vidéo sur la raison et le pourquoi. Pourquoi les islamistes se sont retrouvés à combattre l'État. Parce que l'État a assassiné. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il y a une manipulation. C'est là où les services secrets algériens ont manipulé des islamistes et ont manipulé les citoyens algériens en mettant la faute sur l'islam, sur les extrémistes, comme ils disent. Alors, regardez un peu cette vidéo et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Autopsie d'une tragédie, Algérie sous le terrorisme, 98 à 2000, de chez Arkis Media. Vidéo. 5 jours de violents affrontements que l'armée rétablit le calme. Les émeutes ont fait 176 morts selon les autorités et plus de 500 selon les associations de droits de l'homme. Pendant l'état de siège, la torture a été largement pratiquée. Il y avait 2 salles de torture, une salle d'interrogatoire et 2 salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. C'est la police qui torturait. C'est la police qui maltraitait les gens. Et les gens n'étaient pas extrémistes, n'étaient pas islamistes. Suite. Il y avait une salle où on pratiquait ce qu'on appelait la baignoire des chiffons. Je vous montrerai tout à l'heure comment on opérait. Il y avait une salle de sodomisation. On faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Alors les opérations de torture étaient dirigées par des officiers de la sécurité militaire et certains officiers. Vous vous imaginez? Des parachutistes. Il y a une personnalité de la wilaya, disons le préfet de cette région, qui assistait au briefing avec les officiers de la sécurité militaire. Ce préfet qui conduit les séances de torture est le beau-frère du président Chadli. Malgré les dénonciations précises, personne ne sera jamais poursuivi. Cette souillure va durablement nourrir la défiance de la population à l'égard des autorités. Le président Chadli rompt enfin le silence et s'adresse solennellement aux Algériens. Il assume le bilan du rétablissement de l'ordre avant de promettre des changements. Mon programme est complet, il est global. Il commence par des réformes économiques dans le domaine de l'éducation et s'étend jusque dans le domaine politique. Ce programme est d'ores et déjà prêt. Nous l'appliquerons progressivement. Le président dessert l'étau. Les réformes sont annoncées. En quelques jours, au prix de lourdes pertes humaines, la révolte de la jeunesse a fait voler en éclats la chape de plomb qui pesait sur l'Algérie. Ébranlé par le séisme d'octobre 88, le FLN, le parti unique, se ressoude autour de son chef.
Chadli Benjedid peut repartir pour un 3e mandat. La démocratisation du pays et l'ouverture à l'économie de marché sont les objectifs. Moralement affaibli, le chef de l'État charge en coulisses son secrétaire général Mouloud Amrouche de mettre en œuvre la nouvelle donne. Dauphin du président, le chef de file des réformateurs travaille aux côtés de Chadli Benjedid depuis des années. Pur produit du régime algérien, il en connaît tous les secrets. Dans l'ombre, Mouloud Amrouche fait imploser les structures du régime en place depuis 1962. Une nouvelle constitution qui reconnaît le multipartisme est adoptée par référendum. L'Algérie s'engage dans la démocratie. Comme dans les pays de l'Est, on commence à parler de printemps d'Alger. En quelques mois, des dizaines d'associations, de journaux indépendants fleurissent, près de 60 partis voient le jour. Le pays redécouvre aussi Naït Ahmed, un des 9 chefs historiques de la guerre d'indépendance. Opposant démocrate, il rentre après 23 années d'exil en Suisse pour prendre la tête du Front des forces socialistes qu'il a fondé en 1963. Ouvertement laïque, le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, est créé par Saïd Saadi, psychiatre issu de la génération de l'indépendance. Il a été emprisonné et torturé 5 fois. Les islamistes aussi sortent de la clandestinité. Ils se rassemblent pour fonder le Front islamique du salut, le FIS. Son leader, Abbassi Madani, enseigne les sciences de l'éducation à l'université d'Alger. Élu FLN en 1972, il a rompu avec le parti unique pour se consacrer au mouvement islamiste. Le prédicateur Ali Benach devient numéro 2 du FIS. Dans le quotidien gouvernemental Horizon, il expose la philosophie de son parti. La démocratie est impie. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, c'est un blasphème. Allah Akbar. Alors il faut tuer ces mécréants pour la bonne raison Allah qu'ils veulent Akbar. substituer leur autorité à celle de Dieu. Les islamistes sont clairs. S'ils arrivent au pouvoir, ils aboliront la démocratie. Certains demandent alors qu'un parti qui dénonce la démocratie ne puisse être reconnu. Malgré ses appels répétés au djihad, la guerre sainte, le Front islamique du salut est pourtant légalisé. Dans l'ombre du président Chadli, c'est toujours Mouloud Amrouche qui conduit l'ouverture politique. Il a fait le pari que le FIS finira par se soumettre au jeu démocratique. Nous avons choisi la voie démocratique, la voie des libertés, la voie de sagesse pour nous, parce que nous pensons qu'en amenant le Front islamique à discuter sur un plan démocratique, nous sommes sûrs de nos arguments et de nos moyens. C'est pourquoi on a légalisé le Front islamique. 3 jours après la légalisation du FIS, Mouloud Amrouche apparaît au grand jour. Le 9 septembre 1989, il est nommé chef du gouvernement. Avec son groupe de réformateurs, il contrôle les principaux ministères. Leur programme, libéraliser l'économie algérienne. Je me rappelle de ce que disait Mouloud Amrouche. J'ai besoin du FIS. L'idée consiste à dire, dans le FLN, il y a des gens qui sont complètement nuisibles à la réforme, à la modernisation, etc. Et que le FIS va m'aider à nettoyer ces gens-là. Je pose la question, d'accord, supposons que l'opération ait été rondement menée, et après, alors après, c'était, je ferai un progrès tel dans le pays que le FIS va se dissoudre dans le progrès. Moi, je l'ai dit, il y a des chances que le FIS dissolve le progrès avant qu'on réussisse à l'obtenir dans la nation. Comme en octobre 88, le pouvoir joue encore aux apprentis sorciers. Mouloud Amrouche a légalisé le Front islamique du salut pour effrayer les apparatchiks du FLN. Mais l'influence
L'influence du Fils est une déferlante que rien ne semble pouvoir arrêter. Il s'appuie sur les 12 000 mosquées du pays. Chaque prière, et particulièrement le vendredi, est l'occasion d'un meeting où se mêlent le sacré et le politique. Comme toujours. À part dans les mosquées de la République. Le Fils faisait par jour plus de 1000 meetings par jour. Moi, personnellement, je faisais 2 à 3 meetings par jour. Pas par semaine, pas par mois, par jour. 2 meetings par jour. Bassi Madani faisait 3-4 meetings par jour. Ali Ben Haj faisait aussi 3-4 meetings par jour. Grâce à la force du discours religieux, une partie de la population est peu à peu embrigadée, conditionnée, préparée à la violence. Mais la question est laquelle? La question est, est-ce que le gouvernement, c'est pas une question, c'est une affirmation, le gouvernement a mis en place le Fils, l'a poussé, si vous voulez, pour qu'il gère d'une certaine façon, à sa manière, à sa façon. Bien sûr que c'était nuisible pour la population, mais le gouvernement a décidé d'introduire le Fils et ensuite tout lui échappe ensuite. Dans tous les lieux publics, la violence s'exerce d'abord contre les femmes. Elles sont les premières à réagir. Des étudiantes sont agressées, vitriolées, parce qu'elles refusent de porter le voile. Le Fils veut abolir la mixité. Les femmes risquent de perdre le peu de droits qui leur restent. On voulait remettre en cause ce que Dieu a ordonné aux musulmans. On n'a pas besoin d'un code de la famille pour nous dire qu'il reconnaît les musulmans, qu'il faut ceci ou cela. Comme si vous allez à l'encontre de l'islam. Non, je vous dis une chose. Moi, je trouve que l'islam, puisqu'on n'a pas la charia en tant que la constitution n'est pas charia, Pour le moment. alors ramener la charia uniquement pour les femmes. Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Mais pourquoi me parler d'islam? Je suis là pour défendre le droit de ces femmes. Justement, vous êtes en contradiction avec l'islam. Et alors? Et alors, cet échange illustre l'impossible débat politique. La démocratie en Algérie est piégée. Elle s'oriente vers un plébiscite en faveur du Coran, avec la violence comme ultime argument. Pas oublier une chose, c'est que ce reportage est bien sûr un reportage de l'impérialiste, excusez-moi, bien sûr. Donc, quand vous les entendez, comme ce journaliste, dénigrer totalement, eh bien, la loi de Dieu, eh bien, que Dieu lui pardonne. Le gouvernement donne pourtant l'ordre de ne pas importuner les militants du Fils. Ah bon? Les instructions étaient claires. On ne faisait que limiter les dégâts. On se faisait insulter évidemment quotidiennement sans pouvoir réagir. Et le fait de garder un islamiste dans les locaux de la police nous conduisait certains machins certains policiers à des sanctions administratives. Machin. Donc nous étions pratiquement paralysés. Il était clair que le gouvernement laissait le Fils faire ce qu'il voulait. Toute démonstration de force, de violence, etc. Alors, ça aussi, je pose la question à Yasmina Kadra, qui était dans l'armée à cette époque. Que nous dit-il sur cette période, monsieur Yasmina Kadra? Suite. Et de violation de la loi. Et de violation de la loi. Et alors que le ministère public avait mille et une occasions
de saisir certaines déclarations de Abdel Médéi des chefs qui valaient dissolution du parti. Est-ce que le pouvoir allait tenir ses promesses de changement ou allait-il faire marche arrière? Quelle ligne allait-il adopter? À l'époque, la presse a entretenu une certaine confusion autour des intentions du pouvoir. Nous avons demandé à être reçus par le président de la République pour obtenir des éclaircissements de sa part. Kamel Ghemmazi est devenu l'un des membres les plus importants du FIS. Proche d'Ali Benhadj, il accompagne Abbassi Madani à la présidence. Le chef de l'État leur promet des élections locales le 12 juin 1990. Il les rassure, le gouvernement continuera de laisser le FIS agir librement. La situation financière ne cessait de dégringoler. Et le calcul, et c'est ça ce que j'appelle le calcul, disons, de pyromane et d'apprenti sorcier, prévoyait que les réserves arrivaient à zéro, que c'était le moment de faire venir le fils au pouvoir. Et va venir avec les Kézévides. Il va se casser la figure, il va partir à l'époque dans un des dialogues que j'avais avec le président. Il va dire, mais c'est complètement stupide. Une fois le fils au pouvoir, là c'est terminé. Avec les Kézévides, enfin, on va dire, regardez ce qu'ils nous laissent, ces gens-là. Nous avons finalement remporté les élections municipales du 12 juin 1990. Mais à vrai dire, cela ne nous a pas surpris. La seule chose qui nourrissait notre crainte, c'était de voir le pouvoir recourir à la fraude pour détourner le cours de ces élections. Les autorités ont finalement tenu promesse et laissé les choses se faire naturellement. Et les résultats réels ont été communiqués. Kamel Ghemmazi est élu maire d'Alger. Le Front islamique du salut dirige toutes les grandes villes du pays. Le rejet du FLN est tel que les premières élections démocratiques depuis l'indépendance sont remportées par un parti qui ne cesse de proclamer la démocratie impie. Eh bien, est-ce que vous pensez, dans un pays à majorité musulmane, que cette idée simplement de démocratie, la démocratie, c'est que nous sommes tous égaux? Eh bien, non, nous ne sommes pas tous égaux. Est-ce que les gens des quartiers sont vus comme les gens de Paris? Non, les gens des banlieues ne sont pas vus comme des Parisiens. Vous comprenez? Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qui s'est passé en Algérie est quelque chose dans le fond, alors peut-être pas de la même façon, de la même manière, mais forcément, il y aura quelque part une convergence. Suite. Une convergence avec la religion. Suite. Juillet 1990, le président Chadli nomme au poste de ministre de la Défense le général Khaled Nezzar. C'est l'homme qui a sauvé son pouvoir en octobre 88. Depuis la légalisation du FIS, l'armée ne cesse d'exprimer son inquiétude. Nous avions quelque chose qui était là en face de nous, c'était le FIS, les dépassements, c'était... Bon, il s'exprimait à travers le dépassement, à travers la violence, à travers ce qui nous... Bien sûr, ce qui nous horrifiait, mais qui ne nous permettait pas de prendre ou d'avancer quoi que ce soit. Si c'était de dire attention, où est-ce que vous mettez les pieds? Ça, on l'a dit. On n'a pas répondu. On n'a pas pris ça en considération. On ne peut rien. Fin 1990, Khaled Nezzar remet un rapport confidentiel au président Chadli. Face au danger islamiste, il recommande d'interdire le FIS pour sauver la transition démocratique. Ce rapport finira dans un tiroir. Mouloud Amrouche pense toujours que le mouvement islamiste ne menace pas la démocratie. Néanmoins,
le chef du gouvernement change la règle du jeu. Pour assurer la victoire des réformateurs du FLN aux élections législatives, il modifie le découpage électoral. C'était pas un découpage électoral, c'était un charcutage qui manifestement a convaincu le fils que le gouvernement était en train de lui faire un enfant dans le dos. Dans tous les départements où le parti faisait de gros scores, on a réduit le nombre de députés par circonscription. Et inversement, partout où le fils était moins bien implanté, on a gonflé le nombre de sièges. Pour faire passer la pilule de ce découpage électoral qui a toutes les allures d'un trafic, le chef du gouvernement, Mouloud Amrouche, fait secrètement alliance avec Hosni Ahmed. Les rénovateurs du FLN et les démocrates du Front des forces socialistes se sont entendus. Ils partageront le pouvoir après les élections législatives. C'était pas le fils qui devait passer à ces élections. On donnait le FFS et le FNN à l'époque, étant donné que le découpage électoral de Hamrouche était dur, injuste, mais il n'était pas aussi draconien que celui que fera 6 mois plus tard Roséry, ce qui fait que même les chancelleries parlaient déjà d'un gouvernement à FLN, FFS, de transition, etc. Vieux renard de la politique, Abbassi Madani sent qu'il s'est fait flouer. Si le fils n'a pas la majorité à l'Assemblée, il ne pourra pas instaurer l'État islamique. Nous avons dit que le président est sommé d'annoncer la tenue d'une élection présidentielle anticipée avant les élections législatives. Sinon, les législatives ne se tiendront pas. Si on ne nous donne pas satisfaction, il ne nous restera plus qu'à faire la grève. En cas d'élection présidentielle anticipée, Abbassi Madani est sûr de gagner. Pour faire pression, le fils investit la capitale. Mouloud Amrouche autorise l'occupation de plusieurs places publiques. Pendant 8 jours, le chef du gouvernement donne l'ordre aux forces de sécurité de ne pas intervenir. Pour lui, le mouvement va s'essouffler et son calcul est simple. Il pense alors qu'il sera perçu comme l'ultime recours au moment des élections. Alors vous voyez, déjà à cette époque, il parlait d'un État islamique, au lieu de parler d'un État où la charia ou un code islamique verrait le jour. Alors, État islamique, ce que nous retrouvons aujourd'hui à travers la propagande et l'instrumentalisation américaine, si vous voulez suite. Le fils décide d'empêcher par tous les moyens la tenue des élections législatives. Par ses chants glorifiant le djihad, il prépare les militants au martyr. Cette démonstration de force, le président s'adresse à la nation pour l'ouverture de la campagne officielle des législatives. Il assure que le gouvernement maîtrise la situation et que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du scrutin.
ce président de la République semble complètement extérieur à son pays. Il ne savait pas que la contestation, que l'insurrection, que la violence était à ce point dans la rue qu'il était tout à fait impossible d'organiser des élections à l'époque. Le fils n'a pas obtenu satisfaction, mais loin de se décourager, ses militants se remobilisent. La stratégie de Mouloud Amrouche a échoué. Dans l'après-midi du 3 juin, lorsqu'il rencontre le président Chadli, son gouvernement a perdu le contrôle de la capitale. Nous avons naturellement discuté du sujet et fait une évaluation de la situation, aussi bien sociale que politique. Dans ce contexte, je lui ai alors remis la démission de mon gouvernement. Et je lui ai dit qu'il avait l'opportunité de l'accepter au moment où il le jugerait utile pour poursuivre sa mission. Le 3 juin 1991, en début de soirée, la situation n'est plus tenable. Par crainte d'un embrasement général, le gouvernement finit par donner l'ordre à la police d'intervenir. De notre point de vue, et là, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant, à vrai dire. Alors, ils ont fait une alliance, le gouvernement algérien a fait une alliance avec le fils, avec le GIA, le fils, avec les extrémistes, comme ils disent. Et quand ils ont vu que ces extrémistes, comme ils disent, commençaient à prendre le pouvoir, eh bien, ils ont tiré dans la foule et ils ont tué des gens. Suite. Il n'était pas possible de laisser des places publiques de plus en plus nombreuses occupées nuit et jour par un parti politique. Alors les forces de sécurité sont intervenues pour rendre ces places publiques à leur vocation originelle. Cette intervention ne sauvera pas Mouloud Amrouche. Le président Chadli préfère sacrifier son dauphin pour ramener le calme. Le chef d'orchestre de la démocratisation du pays s'est brûlé les ailes en voulant manipuler le fils. Le 4 juin, le président Chadli charge le président de l'Assemblée nationale de négocier avec Abbassi Madani la fin de l'insurrection. Et il cède à presque toutes ses exigences. Le président de l'Assemblée nationale est retourné à la présidence et nous a rapporté la réponse de Chadli Benjedid. Il était disposé à reporter les élections et à étudier la possibilité de réviser les lois électorales. Il ne restait plus qu'à trouver sous quelle forme donner corps à cet accord. Abbassi Madani a gagné son bras de fer. Il continue de maintenir la pression. Et devant tant de recul, il pense que la présidence est à portée de la rue. Chadli, assassin. Dans la nuit, le président Chadli décrète l'état de siège. Il demande à l'armée d'intervenir. En position de force, le général Nézar pousse la nomination de Sid Ahmed Rosali à la tête du gouvernement. Je me suis précipité pareil. Il faut que tu acceptes, c'est tout, de la poste de Premier ministre. Je commençais par hésiter, dire que c'est pas vraiment de responsabilité pareille. Je ne connais pas la situation financière du pays, je ne connais pas. Non, je te demande simplement, pour le service de la patrie, tu acceptes, ne serait-ce que 6 mois, pour organiser des élections législatives, c'est tout. Comme en octobre 88, au petit matin, la population découvre des chars dans les rues. Le déploiement est imposant. Il vise à empêcher un soulèvement après la grande prière du vendredi 7 juin. 6 juin. Le contact est alors rompu avec le fils. On commence à procéder à des arrestations. L'armée occupe la rue, la situation est très tendue. Des rumeurs faisaient état de la prochaine dissolution du parti.
La presse a même annoncé que la direction du fils allait être emprisonnée. Cela va pousser une partie de la direction à se réunir le matin du 6 juin pour décider de la conduite à tenir au cas où ces rumeurs se révéleraient exactes. Aussitôt, un plan en 22 points est adopté. Ce document est un véritable manuel de guerre civile. Il est signé de la propre main d'Abbassi Madani et d'Ali Benhadj. En cas d'arrestation de dirigeants du fils, appel au kidnapping de personnalités importantes. Création de groupes pour des actions offensives organisées contre les points stratégiques qui touchent l'ennemi, puis rejoindre les maquis. Depuis longtemps déjà, le parti de Madani se prépare à l'affrontement. Dans les mosquées et les locaux du fils, les forces de sécurité vont découvrir de nombreuses caches d'armes. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. خراج خراج. Ils sont allés beaucoup trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin et ils ont montré là vraiment carrément le bout du nez, c'est-à-dire que le programme en 22 points, ils commencent à le mettre en application. Maintenant, il a fait l'accent en commençant par des désordres dans la rue, par des provocations, etc. Abbassi Madani Benhadj ont continué à braver l'état de siège. Par des appels à la révolte, par des appels à l'armée, à la désobéissance, tout cela, donc il fallait que je mette un terme. C'est pour ça que je les ai mis en prison, je les ai arrêtés. Ça, c'est ma décision. Et personne ne m'a dit de faire quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai fait. J'étais responsable, je l'ai fait. Super. Le fils est décapité. Abbassi Madani, Ali Benhadj et Kamel Ghemazi, le maire d'Alger, sont arrêtés. Avec l'état de siège, Khaled Nezzar exerce aussi les pouvoirs de police. Il n'a besoin d'aucune autorisation, pas même celle du président. Il demande la dissolution du fils, mais le président Chadli refuse. Le gouvernement de Sid Ahmed Rosali expédie les affaires courantes et n'a qu'une seule mission: organiser des élections législatives propres et honnêtes, selon son expression, avant la fin de l'année 1991. Chef historique emprisonné, le Front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction. Le propre fils d'Ali Benhadj est mobilisé pour la campagne électorale. رب العالمين. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. Et vous pouvez comprendre que les Français, toujours dans l'ingérence, bien sûr, ne voyaient pas ce renversement islamique d'un bon œil. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi et comment il y a eu manipulation sur ces massacres, etc., etc. Suite. لا إله إلا الله
À présent, les stades de foot sont remplis de gens qui veulent la démocratisation du pays, si vous voulez. Suite. Devant 100 000 militants en transe, un orateur du Fils se fait acclamer en hurlant « Nous sommes prêts pour assainir ce pays et édifier l'État islamique à liquider 2 millions de ses habitants. » La victoire du Fils semble inéluctable. Le lendemain de ce meeting, à 2 jours du premier tour des élections législatives, le président donne une conférence de presse. Une question est sur toutes les lèvres. Si le Fils obtient la majorité au Parlement, pourra-t-il appliquer son programme ? Quand le gouvernement présentera son programme devant le Parlement, que celui-ci sera discuté et approuvé, la situation sera claire. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas responsable devant le président. Le président Chadli n'a donc pas l'intention de s'opposer au Fils. Il considère toujours que le Front islamique du salut est un parti comme les autres. 13 millions d'Algériens sont appelés à voter. Ils n'ont le choix qu'entre un FLN rejeté en raison de son bilan catastrophique, un Fils qui menace d'éliminer 2 millions d'Algériens et enfin une opposition démocratique complètement divisée. Près de la moitié des électeurs préfèrent s'abstenir. A frôlé la majorité absolue des sièges. Des leaders annoncent que le parti est prêt à importer 4 millions de cadres d'Afghanistan et du Soudan et que les Algériens doivent se préparer à changer leurs habitudes alimentaires et vestimentaires. Aller à l'Algérie intégriste, c'était assassiner la démocratie. Des générations. Mais ce qui est drôle, vous savez, c'est que ce principe même de démocratie, eh bien, ne fonctionne pas. Et vous en avez la preuve, vous qui croyez en cette démocratie, avec les gilets jaunes. Suite. Comment parvenir à arrêter ce processus tout en restant dans les limites du respect constitutionnel. Le lendemain du premier tour, au palais du gouvernement, se tient une réunion de crise. Les principaux ministres cherchent les moyens d'empêcher le Front islamique du salut de prendre le pouvoir. À la fin de la journée, on était à peu près d'accord pour arrêter le processus, mais nous n'étions pas d'accord, enfin nous n'étions pas tombés d'accord, nous n'avions pas trouvé la solution pour y parvenir. Avant de mettre le président, je vois d'ailleurs aussi en même temps que le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur. Bon, là le président est vraiment choqué. Et là, j'ai dit, voilà, j'ai dit la vérité. On vous a averti, on vous a dit, voilà où on est arrivé. Et là, il m'a dit, écoutez, moi je suis aussi sous le choc, il faudrait que je m'ouvre dans 2 ou 3 jours, laissez-moi réfléchir. Est-ce par toujours volonté de se rassurer, etc. Mais le président a passé 24 heures ou 48 heures à penser que c'était rattrapable. Mais c'est quand il a vraiment réalisé que ce n'était pas rattrapable qu'il a commencé vraiment à se poser lui-même des questions sur le deuxième tour.
Dans la nuit du 28 décembre, le gouvernement adopte secrètement le principe de l'interruption du processus électoral. 4 personnes vont être chargées d'inventer un artifice juridique avant le second tour, prévu le 16 janvier 1992. Les 4, c'était Belkhaïd et moi-même pour le gouvernement. Il y avait Touati et Tarit pour l'armée. Voilà, les 4. Touati. Donc, nous avons bien fait. Et puis, ça a duré des jours et des jours pour trouver une solution. Loin des calculs du pouvoir, une partie de la société algérienne commence aussi à réagir. Vous voyez que le fils pouvait très facilement remporter les 2 tiers des sièges. Parce que ce qui est resté en ballottage dans la quasi-totalité des cas opposait le FLN au fils. Or, le FLN était à ce point discrédité, rasé les murs, c'était pas très loin de 88, que par rejet, les voix allaient se porter sur le fils mieux. Des militants du FLN annonçaient publiquement leur ralliement au fils, des candidats du FLN se retiraient du 2e tour, ce qui donnait de fait le candidat du fils élu. C'était une situation où je voyais pour ma part la mort dans l'âme, la défaite du national. Battu au premier tour, Saïd Sadi réclame le 30 décembre à la radio l'arrêt du processus électoral et la démission du président Chadli. Le même jour, au journal de 20h, Hafid Senadri annonce la création d'un comité national pour la sauvegarde de l'Algérie. Il demande lui aussi l'annulation des élections. Indirectement, une partie de la société souhaite que l'armée intervienne. Mais le camp démocrate est divisé. Le 2 janvier 1992, Hossein Ait Ahmed organise lui une marche pour le maintien du second tour. Avec moins de 10% des sièges au futur Parlement, il pense pouvoir contenir, bloquer le fils. Les choses ne sont pas faits. L'espoir est permis. Que la démocratie n'a pas perdu, que la démocratie n'est pas perdue. Il est bon que ces islamistes arrivent au Parlement. Parce qu'au Parlement, ils ne vont pas dire un discours là, simplement qui proposent des solutions à nos problèmes, etc. Et c'est là que commence en général le début de la fin de ce consensus. Vous savez, bien sûr, si les islamistes auraient pris le pouvoir, et bien sûr que l'ingérence aurait été finie, le business du pétrole et du gaz, du pétrole, eh bien, l'histoire aurait été totalement différente. Maintenant, je ne suis pas le mieux placé pour juger, entre guillemets, bien sûr, mais vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu ce basculement et pourquoi on a accusé ces soi-disant islamistes de terroristes. Suite. Islamiste, c'est là où notre intérêt est de dégager un groupe au sein de l'islamisme qui joue le jeu de la légalité. Je ne vois pas comment on peut espérer du fils qu'il va respecter une démocratie qu'il a déclarée Koufar. Donc, c'est un espoir. Agent du Kouf. Le Comité national pour la sauvegarde de l'Algérie, qui demande l'arrêt des élections et le départ du président, a aussi appelé à cette marche. Partisans et opposants de l'interruption du processus électoral défilent ensemble avec le même objectif, sauver la démocratie. La confusion est alors totale. Le président Chadli reçoit le général Nézar tête à tête. Rejeté par toute la société, il sait qu'il a perdu la confiance de son armée. Le ministre de la Défense le persuade de se retirer pour permettre l'annulation des élections. Il était un peu
Il réfléchissait, et puis à un certain moment, il se tourne vers moi, il me dit bon, c'est encore une fois, c'est à l'armée de. Je vais faire Sarat, je reviens. Donc là, j'ai compris qu'il avait pris sa décision pour partir. Quand le président a formulé sa décision, pas officiellement, quand il nous a communiqué sa décision de partir, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé d'engager un processus pour la deuxième tour. Nous avons pensé à celui qui allait remplacer dès que le président avait donné le feu vert. Là, il fallait penser qui. Et autour de nous, il n'y avait personne. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Déçus pour lui. Et allé voir Aït Ahmed qui était présent pour lui dire venez avec nous. Vous serez là, le président, vous êtes le dernier historique présent, vous serez président. Je me suis dit, tiens, en fait, il est venu voir si j'acceptais le cas échéant, à cette élection, d'être dans leur magou, etc. Donc il m'a laissé parler, il m'a dit, voilà, c'est une catastrophe, le pays, ce que je vois, le fils à les élections, a fait Chedley, je semble être un peu dans le complot. À partir du moment où Aït Ahmed a dit, je refuse, on est resté enfin, les bras croisés, on s'est dit, mais qui? Et aussi bien Boukhaït que moi, nous avons pensé à Boudiaf. J'ai dit à Boukhaït, qu'est-ce que tu penses de Boudiaf? Il me dit, oui, bah, ce serait formidable, mais il n'acceptera pas, il est loin, etc. Je dis, bon, on va en parler aux deux militaires. Et là, tout de suite, moi, j'ai sauté sur le truc. Quand on m'a dit Boudiaf, j'ai dit, ok. Il faut le toucher, il faut toucher Boudiaf, il faut voir s'il est d'accord, s'il est... C'est vrai. C'est l'homme qui s'est pas mouillé dans des histoires en Algérie. Mohamed Boudiaf est l'homme du 1er novembre 1954. C'est lui qui a décidé le déclenchement de la guerre d'indépendance. Opposé à la dictature du parti unique, le FLN, il vit en exil depuis 1963. La légitimité historique comme substitut à la légitimité électorale. Le 10 janvier 1992, Ali Haroun se rend secrètement à Kénitra au Maroc et déjeune avec Mohamed Boudiaf. Quand je lui ai donné la description du pays en lui disant fais appel à toi, il a pris la tête entre les mains et s'est mis à trembler pendant 5 minutes. Pour me dire, mais c'est pas possible, l'Algérie en est arrivée là. Je dis oui, elle en est là. Il me dit, moi je vais réfléchir. Ali Haroun a insisté en lui disant, écoute, il y a des garanties, tu viens, c'est plus comme avant, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas comme avant, les amis te demandent de venir, te pressent, ça. Reprends ton avion, je suis pas concerné, je suis pas... Et Ali Haroun est retourné à Alger, la mine défaite, en disant, bah, j'ai échoué dans ma mission. Le 11 janvier 1992, le journal télévisé de 20h est interrompu. Le président Chadli remet sa démission au Conseil constitutionnel. Moralement en retrait depuis les événements d'octobre 88, Chadli Benjedid n'a ni la volonté ni la force d'affronter un fils majoritaire au Parlement. Il préfère donc se retirer pour laisser de lui l'image d'un homme qui a essayé de démocratiser l'Algérie. Après 13 années de règne sans partage, Chadli Benjedid quitte le pouvoir sans même s'adresser une dernière fois aux Algériens. Il abandonne un pays qu'il a contribué à mener au bord de la guerre civile. À la maison, Madame Boudiaf était présente, qui avait assisté un petit peu à ça, elle le trouvait complètement énervé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais ce qu'ils ont fait là, ils sont venus me demander de rentrer en Algérie pour prendre le pouvoir. Et pourquoi pas? Là, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Pourquoi pas? Mohamed, tu as toujours dit que si à un moment ou à un autre, le pays était en danger, tu retournerais en Algérie. Il y en a marre de cet exil, je ne peux plus vivre dans telles conditions, je veux rentrer dans mon pays. Voilà. Et là, il y a eu, paf, un sort de déclic. Et il a réfléchi, il tournait en rond, le voyait en train de tourner en rond, il était avec ses petits cigarillos en train de dire. Puis à un moment, il a dit, ok, on va essayer.
Alger, ils ne sont pas nombreux à l'accueillir. Pour une grande majorité d'Algériens, Mohamed Boudiaf est un inconnu. Depuis l'indépendance, son nom a été rayé des manuels scolaires. Boudiaf rentre dans un pays dont il ne maîtrise ni les intrigues, ni les luttes de clans. Plus de 3 ans après le séisme d'octobre 88, l'Algérie s'enfonce un peu plus dans la crise. La démocratisation du pays a échoué. Il aura fallu la démission d'un président et un coup d'État qui se veut constitutionnel pour empêcher un parti totalitaire d'accéder démocratiquement au pouvoir. Mohamed Boudiaf sait que le Front islamique du salut ne se laissera pas priver de sa victoire sans réagir. Au moment où il prête serment sur le Coran, il se demande où va l'Algérie. Et vous voyez, ce qui est drôle, quelque part, c'est que l'État algérien qui voulait une démocratie, eh bien, l'a bafoué. L'a bafoué pour pas que des soi-disant extrémistes prennent le pouvoir. Parce que tous les contrats allaient être remis en cause, si vous voulez. Et vous voyez bien là que Boudiaf jure avec la main sur le Coran. Alors, Algérie, un État islamique, un État laïque, un État démocratique. Question à se poser. Suite. Janvier 1992. L'armée est déployée en force pour prévenir un soulèvement. Le second tour des élections législatives a été annulé. Le Front islamique du salut a été privé de sa victoire. Dans les mosquées, on ne parle plus que de guerre sainte, de djihad. Avant cette époque, il n'y avait pas d'autorité de la loi. Il y avait une anarchie monstre en Algérie. Chacun se prétendait être le guide de l'Algérie. Les mosquées sont devenues des estrades où on faisait des professions de foi délirantes, et ainsi de suite. Cela n'existera plus. Quand quelqu'un se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour tuer d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam. On est d'accord. Le bras de fer est engagé. Incarcérés depuis l'insurrection de juin 91, les dirigeants historiques du FIS, Abbassi Madani, Ali Belhadj et Kamel Ghemmazi, dirigent le parti de leur prison. On nous a rendu visite en prison pour nous demander quelle devait être la conduite à tenir. On a répondu qu'on était au diapason du peuple. Si le peuple veut défendre son droit, s'il veut défendre son choix électoral et s'il veut le résultat des élections, alors il est de notre devoir d'être à ses côtés et de l'aider. En clair, les militants du FIS qui s'engagent dans la lutte armée ont la bénédiction de la direction historique du parti. Depuis 1989, les militants sont abreuvés de prêches décrivant le djihad comme un devoir religieux. La guerre civile est donc à présent inévitable et des militants s'y préparent depuis longtemps. Si l'on revient au discours d'Abbassi Madani avant son arrestation, qu'est-ce qu'il disait? Il disait c'est soit les élections, soit la guerre sainte, le djihad. Alors on a commencé à se préparer. Mais pas d'une manière organisée. Par petits groupes. Et cela avec la certitude de servir le Fils. On était tous convaincus qu'à un moment ou à un autre, le Fils allait appeler à la guerre contre l'État. Omar Chiri est déjà dans la clandestinité. Depuis juillet 91,
Il est recherché pour l'assassinat d'un policier. Dans quelques semaines, il sera l'un des 8 fondateurs du GIA, le groupe islamique armé.